Industrial Nation, bienvenue sur Industrial Growth. Vous êtes sur le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Louis Jarry de l'entreprise Vlad. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Karim. Je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bon, alors Jean-Louis Jarry, je suis le président de la société Vlad. J'ai 60 ans quand même. Oui, je sais, je ne les fais pas. Ça ne se voit pas. J'ai 3 enfants, 3 garçons, je suis marié et j'ai un Fox Terrier, donc c'est qu'il a D'accord. comme On a, moi. on a le tableau, on a le tableau complet. Jean-Louis, donc Vlad, vous êtes basé en Touraine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, on est à côté de Tours, à Parcé-Mêlé, une petite ville qui jouxte Tours. D'accord. Peut-être on peut démarrer avec ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Vlad? Qu'est-ce que vous faites? Bon, Vlad, c'est une société alors déjà qui a été créée en 85, hein, donc elle est pas d'hier, hein, elle fêtera ses 40 ans dans quelques années. Donc nous, on conçoit, on fabrique et on distribue des batteries pour les appareils médicaux et pour l'univers industriel, donc des petites et moyennes séries, hein, petite puissance. Alors, donc c'est une entreprise que tu as repris il y a quelques années, en 2013, si je ne dis pas de bêtises, ou 2016, Alors, pardon. je 2016. suis arrivé fin 2013 et donc on l'a racheté en 2016. euh, donc avec un associé, un fonds d'investissement. Et toi, tu n'étais pas du tout du secteur industriel. Non, moi je suis d'aucun secteur, j'ai envie de dire, j'ai pas de spécialité. Moi, je suis plutôt un entrepreneur. Donc, avant, j'avais une société qui évoluait dans le domaine du logiciel pour les bureaux d'études, donc rien à voir. D'accord. Et qu'est-ce qui est, enfin, tu es entrepreneur, qu'est-ce qui est différent quand on reprend une boîte industrielle d'autres sociétés que tu as pu avoir, notamment dans le logiciel? D'ailleurs, est-ce que c'est si différent que ça? Et comment tu Non, compares les deux expériences? alors, bon, le métier, je ne sais pas si c'est le métier ou d'entrepreneur, plutôt la vocation, hein. On aime le défi, les enjeux, les projets et les hommes. Donc, beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'entreprises, on peut trouver ces thématiques. Donc, évidemment, c'est un challenge, mais il y a toujours des projets, des hommes, des produits, et c'est finalement un peu la même chose. Donc, c'est une entreprise que tu reprends en 2016 qui faisait à l'époque 6 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous en êtes. Alors, en fait, 2014, elle faisait 6 millions. Ouais. Et, et donc, on l'avait monté jusqu'à pratiquement 10 millions en 2016 et aujourd'hui, on fait 20 millions. D'accord, 20 millions en 2022. Comment on fait pour passer une entreprise de 6 à 20, comme ça, on va dire, en même pas une dizaine d'années? Ah bah oui, oui, ça a été assez vite. En fait, quand moi je suis arrivé dans cette entreprise, le précédent propriétaire m'avait dit j'aimerais bien que tu viennes, mais tu touches pas à tout ce qui marche. Il va se Donc passer quelque finalement, chose. mais il avait raison parce que c'était une société qui marche bien. Le risque quand on arrive, c'est de vouloir tout casser pour expliquer qu'on fait mieux et de tout péter du coup. Donc je suis allé voir un peu ailleurs et notamment à l'international, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais du coup d'essayer de développer des nouvelles activités au sein d'une entreprise qui avait un core business bien implanté et profitable. Le core business, c'était la France. Sur déjà à l'époque, Médical. le domaine médical, c'est votre principal, Oui, c'était le principal. essentiellement. Ouais, ouais. D'accord. Le moteur de l'entreprise, c'est ça, hein. L'origine, pour faire juste un tout petit peu d'histoire, mais 2 minutes, c'est donc Monsieur François qui l'a créé en 1985, qui était un militaire geek en électronique et qui a commencé à développer des batteries dans la cave, hein, c'est une réalité, et qui a confronté ces développements au service de santé des armées. À l'époque, il n'y avait pas de contraintes de certification, etc. Et ça a démarré comme ça, hein, finalement, donc sur le marché du médical. Donc après, il a développé tous les hôpitaux en France, quoi.
Donc, des batteries qui vont équiper, j'imagine, des appareils médicaux comme les respirateurs, comme ce Oui, genre de voilà. choses dont on entend beaucoup parler en ce moment, quoi. Tu sais, dans un hôpital, tu as des batteries partout, hein. Dans un bloc opératoire, je te souhaite d'y aller le moins souvent possible, mais malheureusement, on est obligé d'y aller de temps en temps. Et ben, il y a des tables d'opération, il y a ce qu'on appelle des cialytiques, hein, pour éclairer la table d'opération, des respirateurs, des moniteurs, etc. Et là-dedans, il y a ou des batteries qui permettent aux appareils de fonctionner directement, ou des batteries de secours. Donc, à l'époque, le core business est sur la batterie du secteur médical en Oui. France. Ça, tu n'y as pas touché. Donc, Ben non, ça marchait bien. Tu ne touches pas on à tout n'allait ce pas, qui on va. n'allait pas casser ce qui fonctionne. C'est Et du ça. coup, tu es parti très tôt à l'international et sur le développement de nouveaux marchés. Tu peux nous parler un peu de cette aventure internationale? Bah, l'international, oui, bon, moi, j'ai pas du tout de prédisposition particulière pour l'international, mais donc il y avait Tu parlais des euh, langues, par exemple. Tu non, étais très déjà mal. un grand, Non, un grand pas, je linguiste. suis pas très très fort. J'ai pas un parcours scolaire et d'études extraordinaire. Je suis plutôt un self-made. Donc, mais comme dans beaucoup de choses, il faut s'entourer. La barrière de la langue, c'est pas normalement une barrière. En tout cas, on ne peut pas trouver comme barrière la langue pour Pour faire développer. l'international. Donc, moi, j'ai envie de dire, le plus gros frein à l'international, c'est toi-même. C'est-à-dire que si tu as peur d'y aller ou si tu imagines que c'est extraordinairement compliqué, évidemment, on ne fait rien. Donc, encore une fois, aller en Italie, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne, c'est à côté de chez nous. Mm. Tu as 1 heure de vol, on paye en euros. À peu près le même mindset que nous en termes de business aussi. Donc, Voilà, c'est facile je à. ne parle pas du grand export, évidemment, hein, mais, bon, du coup, on a eu l'audace de le faire et ça a extrêmement bien marché rapidement, quoi. Justement, quelle croyance on peut avoir sur l'international? Parce que je sais que tu es assez actif aussi dans pas mal de réseaux. J'ai vu que tu étais réseau Entreprendre, la Ouais. French Fab, tu nous as mis le petit coq là, qu'on voit bien, je te Ouais, rassure. Juan et Damien. Justement, toi qui l'as fait, qui est parti parce que de 6 à 20 millions, j'imagine que l'essentiel de la croissance, même s'il y a eu de la croissance en France, ça s'est quand même aussi beaucoup fait grâce à Oui, bien sûr. cette expansion internationale. 75 pays, hein, si je ne dis pas de bêtises Oui, c'est aujourd'hui. ça à peu près. Ouais. Euh, euh, c'est quoi la croyance que peut avoir un dirigeant comme toi de PME industriel qui veut pas le faire et qui te révolte, qui t'énerve ou qui te fout en boule quand tu entends quand tu l'entends? Tu veux dire le gars qui a peur d'aller à l'international? Ouais, c'est quoi c'est quoi la croyance classique qu'on peut avoir et qui s'avère complètement fausse? Je pense que les gens se disent que l'international, c'est compliqué. Je ne sais pas pour quelle raison. Et la barrière de la langue. Les Français ne sont pas naturellement des gens qui pratiquent facilement les langues. Et je pense que tout le monde s'imagine que la langue, c'est compliqué. Parce qu'on ne parle pas anglais, on ne pourra pas faire de business. Ce qui compte surtout, c'est d'avoir une vraie offre compétitive. Et à partir de ce moment-là, les gens qui veulent faire du business sont tout à fait prêts à nous recevoir. J'ajoute que la marque française, malgré tout ce qu'on dit, l'industriel français, il a une belle image, hein. Quand tu dis que tu es fabricant français de matériel médical, tu es plutôt respecté. Donc, c'est vrai, il y a C'est vraiment un des atouts atout. pour réussir. C'est un atout pour réussir. Donc, la principale barrière, si j'entends bien, c'est quand même nous-mêmes. C'est-à-dire que Oui. c'est toutes les idées reçues et les barrières qu'on se met nous-mêmes. Et je pense qu'en France, on est assez bon pour se mettre des barrières sur l'international. Enfin, j'ai un peu le sentiment que j'ai quand je vois comment d'autres hésitent moins à Les venir chez barrières nous. d'une manière générale, hein. Ouais. Ça, Non, mais je te le laisse. oui, mais j'ai Mais tu as pas. raison. On a l'habitude de se mettre un peu des barrières alors qu'on a les moyens, on a les capacités. Puis, comme tu viens de le dire, on a aussi des qualités puis reconnues, notamment à l'international. Donc, tu as adopté, quand on préparait l'entretien, tu me dis que tu as adopté une technique qui n'est pas très académique. Tu as appelé ça la technique de l'escargot. Elle est connue, c'est la technique de l'escargot, c'est-à-dire que c'est la technique des feignants, hein. C'est-à-dire que quand on veut se développer à l'international, on commence par aller sur les pays limitrophes et puis on agrandit le cercle comme un escargot. Donc, c'est ce que je te disais, on a commencé par l'Italie parce qu'on avait un premier contact
premiers échanges avec des Italiens. Et puis petit à petit, on a développé l'Espagne, la Suisse, la Et vous avez Belgique. monté pour chacun des pays, comment tu as procédé? C'était une filiale locale ou tu as plutôt Non, envoyé des commerciaux non, qui avaient la responsabilité du marché? non, en fait, alors on a structuré en interne avec des zones géographiques, évidemment, mais D'accord. après, le modèle de distribution, on a fait un modèle indirect. Donc en France, on vend directement aux hôpitaux, aux établissements de santé. En Ok. revanche, à l'étranger, on travaille avec des partenaires, donc des gens qui font de la maintenance médicale dans les hôpitaux, donc Ok. qui ont tous les jours des besoins de batterie ou des distributeurs de produits de matériel médical. Donc la stratégie, ça a été quand même de passer par des distributeurs Ouais. locaux sans forcément aller faire de la vente directe toi-même aux hôpitaux italiens, Non, espagnols, c'est etc. impossible ça. Ouais. On a adopté. Bon, moi, dans ma précédente vie, mes précédentes vies, j'ai eu une expérience de distribution donc de modèle indirect. Donc, j'ai un peu cette expertise et cette D'accord. connaissance. Et donc, le modèle indirect, c'est vraiment un très bon modèle. Enfin, c'est le modèle qui nous a convenu pour bien démarrer. Ok, bah merci d'en tout cas partager ça. Il y a un autre sujet qui est important aujourd'hui, surtout quand on fabrique des batteries, c'est tu es en plein dans les problématiques d'éco-responsabilité, de RSE. Euh, tu peux nous parler un peu de ça? Comment vous traitez ce sujet-là chez Vlad, sachant que vous êtes sur un composant, la batterie, qui a cette double facette, hein, à la fois, ça va équiper toute la mobilité électrique et toute la révolution, entre guillemets, électrique et la fin du carburant fossile. Mais en Ouais. même temps, on sait qu'il y a d'autres problèmes avec la fabrication des batteries. C'est quoi un peu la philosophie, votre positionnement par rapport à cette approche un petit peu plus éco responsable? Je ne sais pas quel est le bon terme d'ailleurs. Oui, oui, bah en fait, oui, il y a beaucoup de terminologie pour parler de RSE, d'environnement, bon, voilà. En tout cas, nous, ce qu'on s'est dit, la prise de conscience il y a 2 ans, c'est qu'on doit absolument se labelliser. Se labelliser, ça veut dire travailler avec une agence spécialisée pour acquérir un mode de fonctionnement qui nous permettent d'être vertueux sur plein d'items. Les achats Mais responsables. pourquoi à un moment donné vous êtes posé cette question? Parce qu'il y a plein de boîtes qui fabriquent des batteries. Je pense que tout le monde n'est pas aussi scrupuleux. En tout cas, on peut aussi simplement dire, voilà, on a le label. Tu vois, tu peux mettre un truc sur ton site web et dire que tu es Ouais, éco-responsable, tu as planté des arbres, etc. ouais, mais en fait, Pourquoi c'est devenu important pour vous, en fait? d'abord parce que nous, on ne fait pas les choses pour paraître, hein. On essaie de les faire en profondeur. Cette réflexion, c'est une réflexion d'hommes responsables, hein, de dirigeants responsables. La mouvance BPI à laquelle on appartient nous fait réfléchir sur un certain nombre de sujets. Donc, on a une maturation d'un certain niveau qui on s'est dit, on ne peut pas passer à côté pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un enjeu planétaire. Bon, Même. nous en sommes convaincus de problématiques d'environnement. Et deux, c'est un enjeu de survie pour notre entreprise. C'est-à-dire que si demain, on n'affiche pas une certaine virtuosité de notre activité, on sera éliminé du marché. On voit un certain nombre de donneurs d'ordre et de grands comptes qui aujourd'hui imposent pour travailler avec eux un certain nombre de règles. Deuxième point. Troisième point, la marque employeur. C'est-à-dire que les jeunes qui cherchent du travail, et Dieu sait si c'est compliqué d'en trouver, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, eh ben, ils veulent que tu puisses afficher un bilan RSE, que tu sois clair sur tes achats responsables, que tu sois clair sur la manière dont tu traites tes salariés, etc., etc., etc. Donc, pour ces 3 bonnes raisons, l'environnement global pour tout le monde, qui est effectivement le moteur, l'économie, parce que sinon on disparaît, et la marque employeur pour trouver des collaborateurs, si avec ça tu ne plonges pas, Non, c'est pas ce qu'il faut, quoi. C'est que, oui, c'est le il moment, en faut, fait. Il faut pas trop se poser de questions là-dessus et le faire avant, j'imagine qu'on vienne nous l'imposer et du coup oui, en et faire puis, en faire une opportunité, finalement. voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que l'écologie, moi qui ai un certain âge, je l'ai vécu longtemps comme une espèce de punition.
il faut la transformer en opportunité, comme tu dis. C'est-à-dire que l'éco-conception, la voie dans laquelle on s'est engagé, là, sur fabriquer et concevoir des batteries qu'on pourra démonter plusieurs fois et les faire avec des matériaux qu'on pourra recycler facilement, c'est une super opportunité pour nos équipes de réfléchir, de nos ingénieurs, pour concevoir les produits et le monde du futur, sans faire de grandes phrases, mais on en est là quand même. Il va falloir qu'on bascule à un moment donné. Donc, c'est une demande des clients, une demande des salariés, et puis aussi après, comme tu l'as dit, ça commence aussi par une prise de conscience aussi du dirigeant. Et Ouais. ça peut pas venir d'en bas en fait. Non. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça. Aussi, les deux, parce que pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde Il faut que adhère au tout le monde soit projet. adhérent. Ouais. Mais je Hein, pense que donc, si la direction, le boss n'est pas sponsor un minimum du truc oui, et n'y ça croit ne marche pas, pas. ça marchera pas. Tu peux Ça pas à un marche pas. moment donné. Non, ça ne marche pas. Et donc j'imagine aussi que cette labellisation, ces efforts que vous faites, alors comment ça s'articule aujourd'hui? Tu as parlé de transformation aussi finalement du business model. Tu dois changer la façon dont tu vas t'approvisionner. On sait que sur les batteries, il y a ce fameux problème des métaux lourds. Comment vous gérez ça? Comment vous allez travailler l'approvisionnement? Enfin, Alors, j'imagine que c'est un long sujet, donc tu vas peut-être pas rentrer dans tous oui, les oui, détails, oui. mais Non, juste mais pour me donner un peu les… c'est un sujet, c'est d'essayer déjà de concevoir des produits, comme je te disais, qu'on peut reconditionner et qu'on peut recycler facilement. D'accord. Sur l'approvisionnement des matières premières, essayer de faire un maximum de choses en France, avec des fabricants français et des partenaires français, même locaux. Souvent, on est en train de définir une base de données des sous-traitants avec lesquels on peut travailler en les identifiant à 100 km autour de autour de chez nous. On ne s'est jamais vraiment posé la question. On va à celui qui communique le plus ou le mieux, qui est le moins cher, qui est très loin, Ouais, et puis sans s'apercevoir, peut-être à 40 km, il y a un gars qui fait très bien la petite tôlerie dont on a besoin pour faire telle ou telle chose. Donc, c'est aussi tout. C'est plus, alors, oui, c'est vrai, c'est plus fastidieux, c'est des habitudes de travail différentes, mais c'est une somme de petites choses qui font la différence au bout du compte. Ce label, vous l'avez eu ou c'est encore en cours Oui, non, non, on est vous avez, certifié vous êtes certifié? THQSE. Et Très, ça a changé quelque chose aujourd'hui? J'imagine que bon, tu travailles aussi en France avec des donneurs d'ordre certainement beaucoup publics. Il y a aussi des clients un peu internationaux. Est-ce que tu as déjà vu un changement d'attitude par rapport à tes clients? Est-ce que c'est quelque chose d'important qui t'ont fait remonter? Ou ouais. pour l'instant, il y a encore de l'éducation des clients à faire là-dessus? Alors, les deux, mon caporal, oui, on a vu des changements, notamment sur un certain nombre de clients qui l'attendaient. Alors, la seule condition à tout ça, Karim, c'est qu'il ne faut pas vendre plus cher. Ouais. Alors c'est pour ça que je te pose la question, parce que Les gens, ma question sous-jacente, c'était est-ce que ça te ouais. permet, et on est quand même des entrepreneurs aussi, est-ce que ça te permet du coup aussi de valoriser cette approche-là et est-ce que tu en as profité pour Non, monter tes prix et faire plus de non. marge ou au contraire, c'est pas le but? Aujourd'hui, les clients veulent qu'on réponde présent sur le sujet, mais ne sont pas forcément prêts à payer plus cher, à D'accord. quelques exceptions près, hein, mais la majeure partie de nos clients, en tout cas, nous, on articule notre pensée, notre développement autour de on va faire mieux et moins cher, ou on va faire plus vertueux et moins cher. Donc ça, faut pas trop imaginer que les clients, bon, mais ils sont sensibles, c'est-à-dire que ça peut être vraiment des éléments différenciants. Je pense à tous les établissements de santé hein, qui engagent aussi pas mal de travaux autour de ça. Nous, au moins, qui peut nous reprocher d'être vertueux à partir du moment où on n'est pas plus cher ou même si on l'est un petit peu. Donc, mais il y a, je te l'accorde, encore un gros, gros travail à faire Ouais. pour convaincre les gens. C'est aussi pour ça qu'on va essayer de créer une communauté avec la BPI de ce qu'on appelle les éclaireurs, donc les coqs verts. Là, j'ai un magnifique coq bleu, mais le coq vert existe aussi. C'est d'essayer d'embarquer un certain nombre d'industriels dans ces modes de fonctionnement pour le futur. Ok. Donc, on passe par de l'éco-conception. Et tu disais tout à l'heure un truc intéressant, et peut-être qu'on va pouvoir terminer un peu notre entretien là-dessus. En termes d'adhésion, de valeur de l'entreprise, j'imagine aussi que c'est quelque chose de très fort. Euh, genre, ça m'a surpris sans me surprendre, mais il y a des jeunes aujourd'hui qui vont, au cours d'entretien, te poser ce genre de questions, ou en tout Bien cas sûr.
Est-ce que c'est des choses que vous avez vu remonter d'un G ou de techniciens que vous voulez recruter qui te disent, Oui, tiens, qui jettent un coup d'œil là-dessus? bien sûr. Les jeunes aujourd'hui regardent ton site web, te posent des questions sur la manière dont tu travailles, dont tu conçois tes produits, dont tu retraites tes déchets, dont tu traites tes salariés. Bien sûr que ce sont des sujets. Nous, aujourd'hui, il y a une quête de sens pour les jeunes, hein, et il y a une quête de sens pour les salariés d'une manière générale. Nous, avec ces groupes RSE, on a 4 grands groupes RSE dans l'entreprise. Un groupe, il y a 38 personnes sur 75 chez nous qui sont embarquées dans les projets RSE. Donc, qui peuvent travailler, qui sont dans des groupes de travail, le bien-être au travail, l'éco-conception, le traitement des déchets, le nouveau bâtiment, etc. Et en fait, dans un groupe de travail, on peut avoir un opérateur, un comptable, un marketeur, on peut mélanger les genres, les niveaux. Tout le monde a un avis sur la question du traitement des déchets. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Il n'y a pas besoin. Donc, c'est aussi très, très fédérateur pour l'entreprise et ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est vraiment très important. Donc, nous, on a mis ça en place et aujourd'hui, il y a, on va dire, une belle adhésion parce que les gens participent. Et donc, de manière très transversale aussi, il n'y a pas d'équipe uniquement dédiée à ça qui ferait le truc dans Non, son coin et qui réfléchirait. tout le monde Tout le monde est participe. associé, quoi. Donc, c'est un vrai projet d'entreprise. Combien de salariés aujourd'hui chez Vlad? J'ai oublié de te poser la question. 75. 75. Donc, si tu en as déjà 35 ou 38 qui Ouais, sont très impliqués, c'est quand même, ouais. presque la moitié, un peu plus de la moitié de Ouais. l'effectif. Donc, c'est une très belle chose. Oui, c'est pas mal. Et du coup, comment vous allez communiquer ça vers l'extérieur? Comment ça transparaît aujourd'hui dans vos actions, justement, autour de la communication, du recrutement? Alors, Parce que tu me disais que c'était une des plus grosses difficultés aujourd'hui que tu peux avoir, le recrutement. D'ailleurs, quel type de profil tu as du mal à recruter aujourd'hui? un peu partout, hein. Et comment tu l'expliques, à ton avis, d'où vient cette problématique de recrutement qu'on a dans l'industrie aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a, alors, il y a deux choses. Il y a un, déjà, l'industrie, c'est pas inspirant. C'est-à-dire qu'on a tellement cassé du sucre sur le dos de l'industrie dans les années 80 en disant si tu n'as pas ton bac, tu es un raté. À la chaîne, Il faut aller vers à le. l'usine. Ouais. Oui, oui, c'est la punition. Donc, comment veux-tu bon. Et puis, c'était des métiers pas du tout modernes, où on sort, on est sale, etc. Aujourd'hui, l'industrie, elle est moderne, elle est 4.0, il y a des robots, il y a de l'informatique, il y a de la connectique, c'est plus séduisant. Mais du coup, pour réintéresser les jeunes à ça, c'est compliqué. Donc, je crois qu'on a un peu découragé les gens d'aller dans ces univers-là. Et que rattraper le temps perdu, c'est compliqué. Et puis, le deuxième aspect, le corollaire de ça, c'est toute la formation. Parce que comme on a dit aux gens, ayez votre bac, allez dans des facs de psycho, et du coup, après, ils ne savent pas quoi faire, il vaut mieux, on ne rattrape pas toutes ces années où les gens se sont Ouais, c'est clair. désintéressés du milieu industriel. Alors, il y a un gros effort du gouvernement aujourd'hui et des résultats qui sont encourageants et intéressants, avec une industrie chez nous qui se modernise, et tant mieux, mais ça reste très compliqué. OK. On arrive à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que Oui. tu aimerais que nos auditeurs retiennent De quoi? de, t- de tout ce que tu nous as raconté depuis tout Ouais. à l'heure? Qu'est-ce Bah, que tu as envie de partager? Quelque chose qui te paraît important? moi, je dirais que bah, pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat ou qui ont envie de sauter le pas, faites-le, c'est une aventure extraordinaire. Euh, L'aventure de l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Et la deuxième, c'est que bah, c'est ce qu'on disait un peu en conclusion, c'est que l'industrie, elle est fantastique. Il y a vraiment moultes opportunités qui sont euh, à mon avis, méconnus, où les jeunes ont du mal à s'identifier dans ces métiers, mais il y a des métiers autour de la robotique, autour des méthodes, autour de l'informatique. Il y a plein de choses à faire qui sont des métiers liés à l'industrie et qui ne sont pas des métiers avec l'image qu'on a de la vieille industrie. Donc, j'ai envie de dire, tenter l'aventure de l'entrepreneuriat et de l'industrie.
Jean-Louis, merci beaucoup. C'est avec tout ça, ils y vont pas. Je sais pas moi ce qu'il faut faire. Tu as tout donné là. Tu as mis le coq. Merci. Merci beaucoup en tout cas Merci. à toi. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver. Déjà, merci à ceux qui étaient là sur le live. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.